Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne, une table ronde organisée par la Commission de la Culture du Sénat sur le thème « Comment concilier liberté d'Internet et rémunération des créateurs ». Objectif de cette table ronde, dresser un bilan de la lutte contre le piratage depuis la mise en place d'Adopi. Cette table ronde intervient alors que Nicolas Sarkozy a annoncé en novembre dernier qu'il souhaitait étendre la législation contre le piratage aux sites de streaming. Ces sites en flux continu qui permettent donc de visionner des images sans téléchargement ne sont en effet actuellement pas visés par la législation d'Adopi. Tout de suite donc direction la salle Clémenceau. Bonne matinée à tous. Je vous remercie de votre présence. C'est une demi-journée d'échange que je souhaite apaisée et fructueuse. Permettez-moi d'abord de former des vœux pour chacun d'entre vous en ce début d'année 2012, qui sera riche en arbitrage, n'en doutons pas, quelles que soient vos convictions et les choix électoraux des Français. Nous sommes dans un exercice politique démocratique. Imaginez le maire d'un village qui voit la population âgée lui réclamer des bancs, il les installe. Et puis la population âgée vient le voir et dit mais c'est dégoûtant, il y a toujours les jeunes qui s'installent dessus, ils prennent les places, ils s'embrassent, c'est pas possible. Il les désinstalle. Et puis d'autres personnes âgées viennent mais disent c'est pas possible, on ne peut plus s'asseoir. Il les réinstalle. Ce rôle de politique, nous ne souhaitons pas l'exécuter, nous ne sommes pas des girouettes. Nous souhaitons installer le dialogue entre personnes qui n'ont pas forcément les mêmes stratégies pour défendre le bien commun ou leurs intérêts. C'est dans cet esprit de dialogue que je souhaite que se déroule cette table ronde. Voilà un an, notre commission avait déjà organisé un travail sur les conditions du développement de la création de contenus culturels à l'heure du numérique. Aujourd'hui, nous voulons approfondir les réflexions alors que les défis de la deuxième révolution numérique se précisent, de même que l'urgence à les relever. Comment garantir la rémunération des créateurs sans brider les échanges et la créativité sur Internet? Si cette question est ici à nouveau posée, c'est que les dispositions aujourd'hui en vigueur ne donnent pas toute satisfaction. Les protagonistes du contrôle des téléchargements et des sanctions par la loi Davzi se sont d'ailleurs, il y a quelques années, très vite rendus compte de son inapplicabilité, tandis que les défenseurs des droits du consommateur rejoignaient les rangs indignés des défenseurs des libertés publiques. La démesure des sanctions montrait bien que les intérêts en jeu dépassaient ceux des simples créateurs. De plus, certains éditeurs qui montraient hier du doigt la spoliation des auteurs n'ont pas été les derniers, au travers de plateformes inédites et de forfaits peu regardants, à flouer les principes qu'ils mettaient hier en avant. Souvenez-vous, la très contestée licence globale dont je mesure à la fois l'intérêt potentiel si elle n'avait pas été diabolisée avant même d'avoir été sérieusement étudiée, mais dont je mesure le problème de rupture culturelle et dommageable qu'elle posait en brisant le lien direct auteur, œuvre, rémunération, la fameuse licence globale retrouvait paradoxalement à cette époque, sous couvert d'offres alléchantes, un travestissement à but lucratif, comme si le marché prenait acte des mœurs en cours et sautait soudain le ruisseau de l'éthique qu'il mettait hier en avant pour défendre ses intérêts. Puis vient Adopi. Plus consensuel, le texte n'en fut pas moins partiellement censuré par le Conseil constitutionnel en juin 2009. Je me souviens de ce débat motivé par la défense des créateurs, mais au cours duquel, je vous le rappelle, on vit un cavalier soutenu par le gouvernement qui disait que toute production texte ou photo d'un journaliste ne méritait pas rémunération pour peu que sa duplication intervienne sur un support appartenant au même groupe de presse. Quand on connaît la concentration des médias, il fut pour le moins curieux
qu'une loi prétendant défendre les auteurs en devienne pour partie fossoyeur. Personnellement, je ne me lasse pas de m'interroger sur un système dans lequel c'est à l'accusé de faire preuve de son innocence et dans lequel prouver son innocence peut consister à donner les preuves de l'achat et de l'installation de dispositifs pare-feu liés à une filière économique incompatible avec le logiciel libre. Nous entendrons donc le premier bilan qu'en tire la présidente d'Adopi. Les plateformes, les canaux de distribution, les appareils connectés à Internet se multiplient. Parallèlement, nous assistons à une révolution des modes de création, de diffusion et aussi de consommation des biens culturels. La distribution des contenus culturels est à la fois plus complexe, mondialisée, de plus en plus concentrée sur quelques grands opérateurs, mais aussi protéiforme. Le développement des réseaux sociaux, de la lecture en flux, streaming, l'infonuage ou cloud computing et la télévision connectée viennent bouleverser les principes et avec elles les modèles économiques. Dans ce contexte, on a entendu au Forum d'Avignon en novembre 2011 que la propriété intellectuelle est un concept de plus en plus volatile. Notre commission n'a pas l'intention de la laisser s'évaporer. Il nous faut aujourd'hui prendre de la hauteur et poser sérieusement les bases du cadre public que nous voulons donner aux pratiques liées à l'évolution des supports de communication et d'échange. Notre priorité, c'est la culture, la création, les savoirs, leur production, leurs échanges. Universitaires et artistes, militants et chercheurs, tous mesurent aujourd'hui la formidable contribution des outils numériques et de la toile à la résolution des enjeux d'aujourd'hui et de demain, ainsi que leur aspect collaboratif, voire solidaire. Nous entendrons par la bouche de M. Jean Bergevin, responsable de la lutte contre la contrefaçon et le piratage à la Commission européenne, si l'Europe prépare la mise en adéquation de ses priorités et la garantie de la non-spoliation des créateurs. Dans le journal Le Monde du 3 janvier 2012, des intellectuels avertis faisaient proposition de transformer Adopi en compteur des flux pour calculer le droit des artistes. Lors de sa venue à Paris, Richard Stallman défendait le mécénat global. La traduction trop simplifiée devenait vite une redistribution d'une partie des fonds recueillis selon la popularité des œuvres. On enterrait une deuxième fois Césaria Évora. Personnellement, je ne m'accommode pas que l'identification des plus populaires mette au pain sec les œuvres qui mettent plus de temps à se faire reconnaître ou qui rencontrent un public plus étroit. La diversité culturelle ne doit pas être un vain mot et il est du devoir des pouvoirs publics d'en garantir la richesse. La matinée est organisée en 3 temps. Tout d'abord, un état des lieux de la protection du droit d'auteur sur Internet et des réponses juridiques actuellement mises en œuvre ou envisagées en France, en Europe, aux États-Unis. Le deuxième temps sera une évaluation de l'efficacité de ces réponses. Nous entendrons tant la présidente de l'Adopi que les détracteurs de la loi, puis les ayants droit. Enfin, nous tournerons nos regards vers l'avenir. Les mutations en cours doivent nous permettre à la fois de créer les opportunités d'accroître l'accès de tous aux productions culturelles et de trouver des moyens pérennes d'améliorer la transparence et l'équité du financement de la création. Les nouvelles technologies elles-mêmes pourraient y contribuer. De nouvelles sources de financement sont encore à imaginer et à mettre en œuvre. Une remarque préalable s'agissant des participants à la table ronde. Nous avions souhaité que tous les secteurs soient représentés. Je vous signale simplement que les représentants des ayants droit du monde de la musique, SACEM, SNEP, mais également l'ADAMI, se sont désistés lundi compte tenu de réunions simultanées de la mission lancée par le ministre de la Culture pour préfigurer le futur Centre national de la musique et simultanément la commission pour la copie privée. Bon, je regrette quand même qu'il ne se soit pas fait représenter.
Je vous rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse, aux professionnels concernés. Elle sera enregistrée et diffusée sur la chaîne Public Sénat. Vous la retrouverez sur le site internet du Sénat. Je propose que chaque intervenant dispose de 5 minutes d'intervention avant que ne s'engage le débat avec les sénateurs et la salle. Je suis sûre que les souhaits d'intervention et les questions ne manqueront pas, mais je propose que nous commencions par évoquer l'état des lieux de la protection du droit d'auteur sur Internet et nous allons entendre de suite pour le cadre juridique français, Monsieur Christophe Allom, professeur de droit. Et lui, il n'a pas que 5 minutes. Voilà. Donc merci Madame la Présidente de me passer la parole pour un tout petit peu plus de 5 minutes, mais dans un temps qui sera très court, c'est certain. Alors, le cadre juridique français, donc moi je suis dans l'état des lieux, je vais présenter le droit positif et je ne pense pas apprendre beaucoup de choses à ceux qui s'intéressent au droit d'auteur sur Internet aujourd'hui, mais peut-être pour mettre un petit peu les choses en perspective. La question qui est posée, c'est le thème de la journée, c'est comment concilier la liberté de l'Internet et la rémunération des créateurs. C'est en tout cas cette feuille qui a été distribuée lors de l'invitation. Concilier liberté et rémunération, liberté, donc droit d'auteur, ça semble déjà prendre position sur le fait qu'il y a donc une opposition parfois entre les deux. Et c'est bien cette opposition que le législateur, à mon sens, tente de régler depuis un certain nombre d'années. Français, mais européen. Européen, ça a commencé avec la directive de 2001 que vous avez rappelée, Madame la Présidente. En France, ça s'est traduit d'abord par la loi que vous avez citée également, la loi du 1er août 2006, la loi DADV-SI, DAFSI, droit d'auteur, droit voisin, dans la société de l'information. Et comme vous l'avez dit également, ça s'est poursuivi avec les deux lois Hadopi de 2009. De mon point de vue, donc d'universitaire et de juriste, il me semble que ces deux textes tentent de parvenir à un équilibre. Alors, y sont-ils parvenus? Chacun aura une idée là-dessus. Ces deux textes tentent de parvenir à un équilibre entre la liberté d'un côté et les droits d'auteur de l'autre. Il faut dire que l'objectif de protection du droit d'auteur est une contrainte pour la France, puisque la France est liée par un certain nombre de conventions internationales. La France a l'obligation de transposer les directives de l'Union européenne et qu'elle est engagée à l'égard des autres États à assurer le respect du droit d'auteur sur son territoire. Je ne vais pas rappeler les textes, mais je souhaiterais au moins citer les plus importants. Accord ATPIC 1994, où déjà l'on parle de la question des autoroutes de l'information, ou donc de l'Internet pour parler comme aujourd'hui. Les conventions de Genève de 1996. On pourrait citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout cas le protocole numéro 1 qui fait du droit d'auteur un droit de propriété, et le droit de propriété est protégé comme un droit fondamental. Et puis je n'ose citer toutes les directives qui se sont succédées depuis 1992, mais toutes vont dans le même sens. Protéger les droits d'auteur, protéger la propriété littéraire artistique, les droits voisins, etc. Mais la France a également l'obligation de protéger les libertés, bien sûr. Les libertés, alors vous avez parlé de consommateurs, je parlerai d'internautes, mais on va finalement désigner la même réalité avec ces deux mots. La France a l'obligation de protéger les libertés, puisqu'elle est liée par des textes non moins importants. À nouveau, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liberté de l'information par exemple, mais également par des textes de valeur constitutionnelle, la Déclaration des droits de l'homme, bien sûr. Et quand le Conseil constitutionnel a censuré l'une des lois que vous avez citées, c'était bien sur le fondement de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, en faisant du droit d'accès à l'Internet un droit fondamental. Et puis, il y a la Déclaration universelle prise dans le cadre de l'ONU 1948, et puis un certain nombre d'autres textes. Donc il faut, et c'est une mission difficile, à la fois protéger la propriété et maintenir les libertés. Est-ce que cet équilibre ou cette conciliation a été actée, a été atteinte par le législateur avec les textes que vous avez cités? Bien sûr, aucun travail législatif n'est parfait. Il me semble quand même que depuis 2006, les lois françaises, puisqu'il y en a eu plusieurs, ont réussi, d'une part, à étendre la liberté de l'Internet. Et là, je n'aurais pas tout à fait la même approche que celle que vous avez eue concernant la loi DAFSI. Étendre la liberté de l'Internet, maintenir une protection du droit d'auteur,
les lois Hadopi, on va en parler dans un instant, tout ceci passant par une responsabilisation de l'internaute. Et il me semble que ce sont ces trois objectifs qui sont poursuivis par le législateur depuis 2006, c'est-à-dire depuis l'année où l'on a commencé à transposer la directive de 2001. Donc, de mon point de vue, la loi française a un triple objectif, liberté, propriété, responsabilité, et je souhaiterais m'en expliquer. Liberté, pourquoi? Eh bien, parce que, je le disais, la loi des ADVSI a effectivement créé l'obligation de vigilance de l'internaute, ce à quoi vous faisiez allusion. Mais elle a également multiplié les exceptions au droit d'auteur, et il ne faut pas le perdre de vue. Or, assez régulièrement, ces exceptions nouvelles n'ont pas été compensées pour les auteurs. Moi, j'ai regardé très rapidement les nouvelles exceptions qui résultent de la loi DAFSI. Nouvelle exception, donc en 2006, dite pédagogique. Je ne rentre pas dans le détail, mais elle est là. Celle-ci est compensée. Nouvelle exception dite de copie technique pour permettre la circulation des œuvres sur Internet. Donc tous les actes de reproduction, pour faire simple, qui vont être nécessaires à la circulation d'une œuvre, échappent au monopole de l'auteur. Nouvelle exception en faveur des établissements accueillant des handicapés. Je dis handicapés pour aller vite, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même ça. Nouvelle exception en faveur des bibliothèques, des musées, des autres archives, qui peuvent copier les œuvres pour maintenir un certain nombre de copies et qui peuvent ainsi permettre à leurs usagers d'accéder plus facilement aux œuvres sans renouveler leur stock. Ce n'était pas forcément une très bonne nouvelle pour les libraires ou les éditeurs. Et nouvelle exception en faveur de la presse, avec possibilité de rendre compte d'un certain nombre d'œuvres. C'était problématique autrefois, mais on a donc ici 5 nouvelles exceptions, une seule, à ma connaissance, est compensée par une rémunération négociée. On maintient les exceptions traditionnelles, on en crée 5 nouvelles. Or, ceci se passe, j'insiste bien, sans compensation systématique des auteurs. C'est intéressant parce que lors des débats parlementaires, et vous le savez, dans cette Assemblée notamment, l'absence de compensation des auteurs avait été mise en avant par le fait que les nouvelles exceptions étaient justifiées par l'intérêt général. Personne n'est contre, je pense, l'exception de pédagogie. Personne n'est contre l'exception permettant aux handicapés de prendre plus facilement connaissance des œuvres, etc. Il y a sans doute un intérêt général. Mais je constate que l'absence de mesures de compensation fait que la perte de revenus créée par ces exceptions est supportée assez souvent par les seuls auteurs, qui sont donc les contributeurs de l'intérêt général ou de la solidarité nationale. Donc ça, c'est un point que je mets en avant parce que la loi DAFSI, effectivement, elle responsabilise l'internaute, j'y reviendrai dans un instant bien sûr, avec l'obligation de vigilance, mais elle crée ces nouvelles exceptions et la multiplication des exceptions nouvelles, pour moi, est un acte qui permet de donner du sens à la liberté, alors sur Internet, et pas seulement sur Internet, mais sur Internet en partie. Alors, ceci étant dit, effectivement, liberté, responsabilité, on voit bien ces deux notions, ces deux objectifs apparaître dans la loi DAFSI. Je dirais que les lois Hadopi mettent plutôt en avant la propriété et la responsabilité, le respect de la propriété et le respect de la responsabilité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les lois Hadopi, il faut ne pas les séparer, les lois Hadopi viennent donner un contenu à l'obligation de vigilance qui avait été consacrée par la loi de 2006, mais qui à l'époque ne comportait pas de sanctions. Ce contenu concret de l'obligation de vigilance, c'est la réponse graduée dont Marie-Françoise Maret, la présidente, parlera, j'imagine, dans un instant. Mais il n'y a pas que cela dans les lois Hadopi. Effectivement, la réponse graduée est souvent ce qui ressort dans la presse, c'est ce que le grand public a retenu des lois Hadopi. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent. En plus, c'est la mission de labellisation de l'Hadopi et la mission d'encouragement à la mise en place d'une offre légale. La labellisation, la propriété et donc la rémunération des auteurs, pour reprendre le thème qui nous retient aujourd'hui. Donc, il y a dans les lois Hadopi de la responsabilité. L'internaute est averti une fois, deux fois, la troisième fois, l'Hadopi transmet le dossier et vous savez qu'il encourt une sanction, alors qui n'est plus celle de la contrefaçon. Enfin,
ça n'est pas l'objectif de la loi en tout cas, mais une suspension de son abonnement à Internet. Donc il y a une sanction de toute façon si l'internaute n'est pas vigilant, mais ne perdons pas de vue que les deux autres missions de la DOPI que j'ai citées, labellisation, encouragement à la mise en place d'une offre légale, sont véritablement de nature à donner un sens à la propriété et, me semble-t-il, je peux me tromper, sont conformes à l'attente des internautes qui se plaignent, en tout cas dans les journaux, en ligne, papier, que l'on peut tous lire, de l'insuffisance aujourd'hui peut-être de sites sûrs, de sites certains ou de sites facilement identifiables. La généralisation d'une offre légale est donc, de mon point de vue, conforme aux attentes des internautes et devrait permettre au droit de propriété de prospérer, une fois réglé le problème pour l'internaute de l'identification, effectivement, de ces sites. Vous savez que, je parle, mais Marie-Françoise Maret est à mes côtés, elle me contredira si je me trompe, que la labellisation est octroyée, le label est octroyé aux sites légaux. Et un site légal, ce n'est pas toujours un site payant. Il y a des sites payants illégaux, il y a des sites gratuits illégaux, il y a des sites rémunérateurs des auteurs, mais qui ne sont pas, en tout cas aujourd'hui, labellisés. Et il est vrai qu'il est extrêmement difficile pour l'internaute moyen de s'y retrouver. Que peut-il télécharger sans encourir le risque de la sanction? Que peut-il consulter sans encourir le risque de la sanction? Ce n'est pas forcément parfaitement clair pour lui. Donc, ces deux missions, labellisation et puis encouragement à la mise en place d'une offre légale, me semblent quand même intéressantes pour le respect du droit de propriété, tout en maintenant les libertés, évidemment, des internautes. Alors, dernière chose, parce que j'ai dit que je ne serais pas long, mais deux dernières choses pour conclure mon propos. J'ai pu constater au fil des conférences ou des rencontres, après tout, je suis chaque jour dans mon université avec des étudiants et assez souvent ils m'interrogent sur la question, je suis confronté à deux réserves, effectivement, concernant le dispositif législatif mis en place. En tout cas, on me fait part de deux réserves, deux questions me sont régulièrement posées. La première question concerne la responsabilité d'autres personnes que l'internaute. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'internaute qui est le principal responsable désigné par la loi, c'est lui que l'on avertit, c'est lui qui encourt la sanction. Un certain nombre d'entre eux, me semble-t-il, ont le sentiment d'être un peu le bouc émissaire, en tout cas des deux lois Hadopi. Et un certain nombre d'internautes s'interrogent sur la désignation d'autres responsables qu'eux-mêmes. Évidemment, ils pensent aux plateformes d'hébergement. Alors, je ne dis pas qu'ils sont pour la responsabilisation des plateformes d'hébergement, mais on se dit, mais est-ce que c'est bien toujours l'internaute qui mérite toute et la seule attention du législateur? La deuxième question, c'est celle de la licence, mais comme on m'a demandé de m'en tenir au droit positif, évidemment, je n'en parlerai que peu, mais je tiens quand même à en dire un mot. Alors, sur la responsabilité des plateformes d'hébergement ou des prestataires techniques, est-ce qu'il faut plus de responsabilité? Est-ce que le droit français à l'heure actuelle permet d'engager plus facilement la responsabilité? Vous le savez tous, la loi du 21 juin 2004, qui a transposé la directive donc, du 8 juin 2000, a mis en place un système de responsabilité allégée des hébergeurs, notamment, mais pas seulement. Ceux-ci sont responsables s'ils ne réagissent pas promptement lorsque on leur a signalé un contenu illicite. On parle de ce qui veut dire que l'ayant droit qui constate qu'une œuvre est proposée au téléchargement, par exemple, alors que la plateforme n'a pas reçu l'autorisation, cet ayant droit doit informer la plateforme retire l'œuvre et malheureusement elle revient quelques heures après, mais c'est le système finalement qui est retenu aujourd'hui. Les informations que j'ai m'indiquent que les plateformes d'hébergement jouent le jeu, elles retirent les œuvres quand on leur demande de les retirer. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas l'obligation de suivi et qu'une œuvre qui a été retirée peut réapparaître sans que la plateforme ait d'elle-même l'obligation de la retirer, de la suivre, de la pister. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais la question qui est posée, c'est celle de savoir s'il faudrait passer d'un système du notice on take down, un système de notice on stay down, où on va finalement observer que les œuvres que l'on a retirées ne réapparaissent pas. En l'état actuel des textes, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et ça n'est toujours pas bien compris par les internautes qui se disent, et votre exemple avec les bons publics me paraît bon, que si c'est sur Internet et si ça n'est pas retiré, puisque c'est là, ça n'a pas été retiré, c'est sans doute qu'on a le droit
de télécharger. Alors, ça rejoint le problème de la labellisation et ça rejoint le problème de l'efficacité finalement du Notice and Take Down. Alors, c'est la solution du droit français, on pourra sans doute en parler tout à l'heure. Je tiens à signaler, mais encore une fois, un grand nombre d'entre vous le savent déjà, que les Américains s'orientent vers une responsabilité beaucoup plus sévère des prestataires techniques, avec les projets de loi SOPA, Stop Online Piracy, qui permettrait au département de la justice américain de poursuivre les sites Internet suspectés de distribuer du contenu piraté ou dédié au piratage, tout dépend des traductions que vous aurez, y compris lorsqu'il serait situé hors du territoire américain. La justice serait alors en mesure d'isoler ces sites, d'assécher financièrement ces sites en les privant de leurs sources de revenus, ce qui passerait par des saisies, des blocages des comptes bancaires, retrait des publicités, certaines mesures contraignantes au niveau des moteurs de recherche, des référencements ou autres, et qui passerait également par des mesures de contrainte à l'égard des fournisseurs d'accès à Internet. Je ne sais pas si ce projet sera voté, il sera discuté, si j'ai bien compris, au Sénat le 24 janvier prochain. Mais en l'état actuel, cette solution n'est pas possible sur le territoire français. Je crois même qu'elle ne serait pas acceptée par nos concitoyens qui tiennent effectivement à ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire la liberté sur Internet, la liberté dans le respect de la propriété, d'où la nécessité effectivement d'être un petit peu plus clair sur ce qui est licite et sur ce qui l'est moins. C'est pourquoi il me semble, pour terminer sur cette première remarque conclusive, que la coopération entre prestataires techniques, notamment pour l'efficacité du Notice and Take Down, est sans doute la mesure vers laquelle nous devrions nous orienter, puisqu'il s'agit quand même d'une mesure qui me semble plus acceptable, compte tenu de notre tradition, je l'ai dit, qui est de permettre la liberté, mais dans le respect de la propriété des autres. Quant à la licence légale, mais vraiment 30 secondes, qui concilierait, selon certains, la liberté de l'Internet et la rémunération des créateurs, il me semble qu'elle ne peut pas être abordée sans régler 3 questions préalables. Je n'ai pas de compétence, moi, pour répondre à ces questions, mais je commencerai par celle du coût pour le contributeur, l'internaute, j'imagine, mais tout est possible. Celle du coût, nous pouvons tous lire des chiffres parfois affolants, parfois rassurants. Je pense que dans les 2 cas, on ne dit pas la vérité. 10 euros, 100 euros, 150, j'en sais rien. Je sais peut-être quelqu'un a la réponse ici. Mais cette question-là ne peut pas être éludée. Deuxième observation sur la licence légale, pourquoi pas, mais elle étoufferait finalement les efforts du législateur, de la haute autorité, des professionnels depuis 2 ans finalement seulement, consistant à mettre en place une offre légale conforme, me semble-t-il, aux attentes des citoyens, des internautes. Pourquoi ne pas laisser sa chance, c'est un petit peu mon propos, à ce qui est en train de se passer. Alors, on commence par la musique, mais peut-être que Madame Marais aura d'autres exemples à nous donner. Et puis, troisième observation, la licence légale ne réglerait pas, selon moi, la question de l'usage illicite des œuvres par des sites situés à l'étranger. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que si une loi a été votée en ce sens, elle ne serait applicable que sur le territoire français. Alors, on peut toujours envisager, comme les Américains, ou comme on l'a fait nous-mêmes pour le livre numérique, d'avoir des lois qui s'appliquent au-delà du territoire français. Mais vous savez que la légalité de ces dispositions peuvent être extrêmement douteuses. Donc voilà, j'espère ne pas avoir abusé du temps que vous m'avez accordé, Madame la Présidente, ce que je voulais dire: liberté, propriété, mais responsabilité de l'internaute ou d'autres personnes. Liberté, propriété, responsabilité, ça me semble être un équilibre quand même acceptable compte tenu du peu d'ancienneté des lois. Merci Monsieur Allôme. Nous allons entendre un deuxième exposé sur le cadre de la part de Monsieur Giuseppe De Martino de l'Association des services Internet communautaires. Merci Madame la Présidente. Je suis également vice-président du Conseil national du numérique instauré par le chef de l'État, mais je n'interviendrai aujourd'hui qu'en tant que président de l'ASIC, donc l'Association des services Internet communautaires, association unique au monde. Il n'y a qu'en France que des grands groupes américains, Google, Yahoo, Microsoft, de petits champions nationaux comme Dailymotion ou Price Minister, ou encore des start-up ont souhaité se regrouper pour porter la bonne parole. Quelque part, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Oui, Internet est une chance pour l'économie. Oui, Internet est une chance
pour la création. Permettez-moi également de débuter avec une référence cinématographique. Nous sommes en 2012. J'ai un peu l'impression de revivre, vous savez, ce film Un jour sans fin, le jour de la marmotte. Bien sûr, Internet et création peuvent vivre ensemble. Pourquoi en 2012 nous sommes obligés de nous poser encore la question? On a dû de notre côté sûrement rater quelque chose. Comme l'a très bien exposé le professeur Allôme, des textes existent en France. Ces textes, peut-être rappelons leur genèse. Nous avons la chance ce matin d'avoir Jean Bergevin autour de cette table. Sa parole est d'or, donc je ne me permettrai pas de dévoiler ce qu'il va dire, mais rappelons-nous quand même la fin des années 2000. Qu'est-ce que la fin des années 2000 en Europe et Internet? C'est une hégémonie totale des acteurs américains. À Bruxelles, on se dit il faut aider les acteurs économiques européens à franchir le Rubicon, à exister sur Internet. 12 ans après, 13 ans après, peut-être que l'hégémonie américaine existe encore, mais au moins des acteurs européens ont pu se lancer, ont pu exister. Et quelle est cette directive? Et pardon de le rappeler, cette directive n'est pas une directive sur le droit, cette directive n'est pas une directive sur le droit d'auteur, c'est une directive sur le commerce électronique. Il faut que les acteurs européens prennent ce risque sans avoir un risque trop important, à savoir une responsabilité a priori quant à leur activité. Par contre, leur responsabilité est quand même importante puisqu'elle est a posteriori. Même chose pour la transposition de cette directive. Là aussi, en France, là aussi, ce n'est pas un texte sur le droit, un texte sur le droit d'auteur, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est exactement le thème de cette conférence. Il faut avoir une confiance totale dans le sens de l'histoire. Bon. Les plateformes communautaires, les services communautaires, comme l'a très bien exprimé le professeur Allôme, ont une obligation forte de réagir promptement, donc a posteriori. Cela va de soi, les textes sont clairs. Je suis, à mes heures perdues, également secrétaire général de Dailymotion, société française. On a coutume de dire que la France, pour Dailymotion, c'est 10% de notre audience et 100% de nos ennuis. Hein? Pourquoi? Il n'y a qu'en France qu'au nom de l'exception culturelle, on a remis en cause l'existence même de sites Internet voulant tendre la main au monde de la création. Ces paroles sont sans doute un petit peu fortes, mais elles représentent quand même le parcours de combattants qu'on a dû franchir en France, alors que dans tous les autres pays, un tapis rouge nous a été déroulé. Dans tous les autres pays, il était clair que nos services étaient au final au service de la création. Et je me souviens de nombreuses réunions à Bruxelles avec les collègues de M. Bergevin notamment, où en expliquant que la Cour de cassation, donc l'organe, la Cour suprême d'un État membre, avait dû se positionner sur le statut de services comme les nôtres, c'est une anomalie. Il n'y a qu'en France qu'on a ressenti le besoin d'aller jusqu'au plus haut de l'appareil judiciaire pour confirmer quelque chose qui était clair dans l'esprit de tous les autres États membres. Mais je passe. Comment au quotidien, comment en pratique, nous appliquons ces principes de responsabilité a posteriori? Comment nous tendons la main? Comment nous pensons qu'il est possible de concilier liberté de l'Internet avec la rémunération des créateurs et le droit sacré de la propriété intellectuelle? Il y a une espèce de summa divisio. Il y a les auteurs, les ayants droit qui ne souhaitent pas travailler avec nous, et il y a les auteurs, les ayants droit qui souhaitent au contraire voir leurs œuvres présentes sur ces services. Voyons tout d'abord ceux qui ne souhaitent pas aujourd'hui travailler avec nous. Eh bien, cela est clair de notre côté, comme on l'a évoqué au préalable. Il y a un appareil législatif très bien fait qui permet, sur la base d'une notification envoyée aux plateformes communautaires, de procéder au retrait de
des contenus présupposés contrefaisants. Chaque service, chaque plateforme communautaire a des équipes 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui sont là justement pour traiter ces demandes. Ensuite, pour reprendre également ce qui avait été dit sur le take down, stay down, les plateformes telles que YouTube, Dailymotion ont travaillé avec de nombreux prestataires, notamment en France, à l'Institut national de l'audiovisuel, pour mettre en place des systèmes qu'on appelle de fingerprinting, donc de reconnaissance des contenus, qui permettent au moment de la mise en ligne de n'importe quelle vidéo, il y a plusieurs dizaines de milliers de vidéos qui sont mises en ligne sur ces services chaque jour, chaque minute qui passe, plusieurs heures de contenu sont mises en ligne, et bien ces contenus sont en quelque sorte scannés au moment de leur mise en ligne, on reconnaît s'ils sont contrefaisants ou pas. Une vraie évolution là aussi entre la France et les États-Unis. Ces systèmes de fingerprinting aux États-Unis aujourd'hui sont utilisés non pas pour bloquer la mise en ligne de contenus, mais pour les reconnaître et monétiser ces contenus. En France, on a encore, quand un ayant droit à l'obligeance de bien vouloir utiliser ces technologies qui sont financées par les plateformes elles seules, ces outils ne sont utilisés que pour empêcher. On ne veut pas voir les créations protégées sur Internet, ce qui est tout à fait compréhensible, mais qui est, encore une fois, et pardon d'insister, différent de l'évolution qu'on voit poindre aux États-Unis. On peut aussi rappeler que, en parallèle... Voilà, nous interrompons cette table ronde. Vous pourrez la revoir en intégralité très bientôt sur notre chaîne, mais aussi sur notre site publicsénat.fr. À suivre les programmes de nos confrères de LCP Assemblée nationale. Très belle journée à tous. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. La nouvelle majorité sénatoriale a pris possession du palais de Marie de Médicis. Moi, j'avais le sentiment ce soir-là qu'ils ont pris la Bastille. Nos amis sénateurs de l'UMP n'acceptent pas bien l'idée que le Sénat change et qu'ils ne sont plus majoritaires. Un Sénat à gauche pour la première fois de son histoire, un virage qui vient bouleverser l'examen du budget, texte phare de l'année. En repoussant le débat sur la loi de finances, vous vous asseyez lourdement sur la Constitution. Vous privilégiez votre démagogie électoraliste au détriment de l'intérêt collectif au service des Français. Vous ne pouvez pas prétendre empêcher à toute force, à chaque fois, la majorité d'aller jusqu'au vote. Conséquence de l'alternance, la gauche obtient le poste de rapporteur du budget. Une première. Rapporteur général. Non. La mesure que proposera le gouvernement dans la loi de finances rectificative n'est pas aussi juste que celle que je propose. Mais les socialistes laissent à l'opposition UMP la présidence de la commission des finances. Une décision controversée qui va changer la donne. Vous auriez tort de mépriser ce qu'ils ont fait, sincèrement. Contraints de travailler ensemble, les deux nouveaux protagonistes sont des habitués, mais leur rôle ont radicalement changé. Difficile de l'arrêter, Nicole Bricq. Toute la journée, elle court. Je suis pas une vedette de cinéma, moi. Je suis pas bankable, comme on dit. C'est la première femme à occuper le poste de rapporteur du budget. J'ai jamais eu mes fonctions parce que j'étais une femme. Je les ai eues par ce que je suis et ce que je fais. Je ne fais pas partie d'une génération où spontanément on mettait une femme
Même si elle avait un beau sourire. C'est du coup quand même assez historique. Oui, oh, n'exagérons pas. Dans le bureau qu'elle occupe depuis le mois d'octobre, Vous êtes gonflé. Nicole Bricq n'a presque rien changé. Si on va pas épiloguer, hein. Moi, je travaillerai dans un couloir. Non, moi, je fais pas attention. J'occupe une fonction, hein. La seule chose, c'est que j'ai changé les tableaux. Bon, j'ai pris dans le fond de la maison. Voilà, ils ont nettoyé la moquette, les murs. Mais bon, ils l'auraient pas fait, ça m'aurait pas gêné. Voilà qui suffit à camper le personnage. C'est une bosseuse. Elle déjeune souvent dans son bureau en consultant ses dossiers. Ça prend du temps, je pars tous les soirs avec mon paquet, hein. Puis là, il faut que je parte, je n'ai plus rien sur mon truc, sur mon bureau. J'étais une provinciale au départ, à une époque où c'était Paris, hein. Moi je parle de... J'étais pas une énarque, hein, donc je n'avais pas de réseau. J'étais d'un milieu qui n'était pas... je ne suis pas fille d'eux. Je me suis toujours battue pour qu'à un moment donné, on dise, bah, c'est elle. Voilà, the right woman in the right place.